L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette émission spéciale co-animée par ESAE TV et Reporter Bénémonde. Chers amis internautes fidèles de ESAE TV et de Reporter Bénémonde, on reçoit pour vous ce dimanche l'honorable Orden Aladati. Il est député du parti politique Union Progressiste Le Renouveau et le président de la commission des lois. Avec lui, nous essaierons de parcourir les différents sujets qui animent l'actualité au Bénin jusqu'au petit matin de ce dimanche 8 octobre 2023. Peace Mounyor, je suis en sa compagnie. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien et chez vous? Ça va super bien. Honorable Orden Aladati, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. Alors, sans plus tarder, nous entrons dans le vif du sujet. Cette semaine, honorable, l'Assemblée nationale a voté son budget pour l'année 2024. L'opposition a voté contre. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, ce choix des opposants et est-ce que vous pouvez nous faire part des circonstances ayant conduit à ce vote? Merci beaucoup, Oui. chers téléspectateurs Reporter Bénémonde. Bonjour. Non, bon, je ne peux pas parler au nom des démocrates. Vous avez parlé de l'opposition. L'opposition est représentée à l'Assemblée nationale par le parti Les Démocrates. Donc, moi, je ne peux pas parler en leur nom. Ce que je sais, c'est que le projet de budget de l'Assemblée nationale a été introduit par le bureau. C'est ce qui est indiqué. Je sais qu'à la conférence des présidents, nous avions eu à opiner sur ce projet de budget et qu'en plénière, le projet a été présenté aux députés dans leur ensemble. Et pour des questions de calendrier, certains collègues ont souhaité que l'on puisse voter le budget en procédure d'urgence. Ce que nous avons voté. Nous faisons un peu de Avec quelle urgence déjà, sans vouloir vous couper, pourquoi on vote le budget en procédure d'urgence? Non, mais c'est ce que je vous dis. Je vous dis qu'il y avait quelques problèmes d'agenda qu'il a fallu harmoniser. C'est pour l'intérêt du pays. Et voilà. Donc, je ne suis pas justifié cela. Il est vrai que la plénière est souveraine et le règlement intérieur dit quand 10 députés au moins introduisent une telle requête, il appartient à l'Assemblée nationale de la rejeter, la requête, ou de l'adopter. Et ça a été adopté, donc la procédure d'urgence a été adoptée par la plénière de l'Assemblée nationale. D'accord, voilà. Ensuite, le budget a été voté et puis voilà. Et quand vous interrogez même les collègues qui ont voté contre, ils ne vous parlent pas du contenu de ce projet qui a été adopté par la représentation nationale. Ça les dérange, la procédure qui a été engagée.
c'est leur bon droit. Hein. Donc je ne vais pas opiner sur ce pourquoi ça peut les déranger. L'idéal aurait été qu'on ait le temps, effectivement, de disséquer, de regarder et tout. Mais globalement, on n'a pas besoin de 10 000 siècles pour voir. C'est presque la même chose et quelques nuances que l'on peut observer à travers le budget qui est soumis. Donc, ce n'est pas encore le budget général de l'État, c'est le budget de la représentation nationale. Quand vous êtes député, vous regardez les constances, ce qu'on a eu l'année dernière par rapport à ce qui est arrivé cette année, quelles sont les évolutions, s'il y a des nuances, et s'il y a eu des coupes sombres ou pas, et les postes qui ont évolué, on essaie de voir. Les difficultés qu'on a eues dans l'année N-1, on essaie de les évaluer et pour en tenir compte dans la programmation budgétaire. C'est ce qui a été fait. Les opposants, j'ai discuté avec certains qui ont dit non, qu'ils auraient souhaité que l'on vote le budget dès le lendemain, que certains m'ont dit ça. Bon, un jour en moins ou un jour en plus. Il faut, voilà, donc ça dépend de... Mais est-ce que ce budget-là tient compte de la situation économique du pays? Ben, le budget est passé par l'arbitrage budgétaire du gouvernement. On a l'illusion de croire que, bon, quand on a dit que l'Assemblée nationale vote son budget, on intègre au budget général de l'État, qui nous est loisible de tout mettre au-delà d'un certain cadrage, je ne crois pas. La politique générale de l'État, en termes budgétaires, elle est conduite par le gouvernement. Et le gouvernement, par rapport au ministère sectoriel, à toutes les institutions de la République, y compris l'Assemblée nationale, propose un cadrage que nous discutons. Et ça a été discuté. Est-ce que ce cadrage-là a été fait? Oui, le cadrage a été fait. Et donc, voilà. C'est le gouvernement qui voit. Nous, au Parlement, s'il nous est donné le libre loisir de mettre tout ce que nous voulons, peut-être que le budget serait dévoyé par les populations dans leur ensemble. Vous savez que l'homme est un animal qui n'est jamais satisfait. Et puis voilà, donc c'est par cet équilibre entre les pouvoirs que nous arrivons à maintenir les équilibres qu'il faut pour la bonne gestion du pays, la bonne gouvernance, en se disant que nos populations ont des problèmes qui sont des problèmes quotidiens, qui ne sont pas satisfaits et qu'il lui fallu que même dans nos positions, on fasse un peu attention. Donc c'est un ensemble de considérations qui amène à voter le budget général de l'État et donc aussi le budget de l'Assemblée nationale. Et je pense que cette législature ne va pas transiger à cette volonté de tenir compte du niveau économique du pays. Mais nous sommes passés par un cadrage et je crois que l'Assemblée nationale et le gouvernement sont en harmonie pour que ce qui a été voté le soit dans cette enveloppe-là globale. Après, à quoi nous affectons chaque chose, c'est l'Assemblée nationale qui le dit. Le président de l'Assemblée nationale et son bureau nous présentent une trajectoire que nous amendons, nous améliorons et puis voilà quoi. Notre préoccupation en fait c'est de savoir si après dans les affectations et tout, est-ce que dans le panier de la ménagère nous ressentirons effectivement que le budget a été voté en faveur de ci et de ça et tout. Non, c'est le budget de l'Assemblée, c'est pas encore le budget général de l'État. Hein. Bien sûr, le budget de l'Assemblée nationale, c'est pour notre fonctionnement. Oui. Voilà. Votre fonctionnement implique également collaborer avec les populations, les écouter. Est-ce que... Tout à fait. Oui, quand vous regardez à l'intérieur du budget, je parle de ce qui concerne la commission des lois, par exemple. Il y a un ensemble de pétitions qui viennent parce que les populations ont le droit d'envoyer des pétitions. Donc, un certain nombre de personnes se mettent ensemble pour manifester des intentions, poser des préoccupations à la représentation nationale. Il y a une procédure particulière qui permet d'aller investiguer, d'aller sur le terrain et documenter la question, instruire la question et pondre un rapport à la plénière. Et pour ça, il faut des moyens. Dans ce budget, par exemple, on en a tenu compte.
les séances d'évaluation qui relèvent de la prérogative de l'Assemblée nationale, ces problèmes qui devraient être opérationnalisés par la Commission des finances, par exemple. On a prévu une petite dotation pour permettre aux députés dans leur mobilité de pouvoir le faire. Par le passé, quand je prends la 7e législature, on n'a pas pu étudier ces pétitions juste parce qu'il n'y avait pas de budget pour le faire. Voilà, on a anticipé sur ces questions-là, et puis après, le reste, il y a une administration parlementaire, il y a les indemnités des députés, il y a les frais de session et tout, c'est un ensemble de tout ça. Et puis la construction du siège, du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Vous savez que c'est l'Assemblée nationale qui porte le budget de cette construction, donc tout cela c'est inclus. Avant d'y arriver, nous allons parler de l'ancien siège de l'Assemblée nationale qui n'a pu être achevé et qui est en train d'être finalement démoli. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas que les milliards investis auraient pu servir à quelque chose d'autre? Aujourd'hui, avec le recul, comment est-ce que vous évaluez la responsabilité de la classe politique dans un contexte où ça manque de classes, d'infrastructures et autres? C'est simplement malheureux. C'est qu'à la 7e législature, le gouvernement avait nous faire une communication, le cadre de vie, quand on a voulu lancer la construction du nouveau siège. On a eu droit à une communication à l'Assemblée nationale et la question était de savoir qu'est-ce que nous faisons. Des plans ont été projetés. Je crois que ce qui est là en train d'être démoli malheureusement, c'est pas moins de 20 milliards. Quand vous croisez tout ce qui a été englouti dans ça, c'est pas moins de 20 milliards. Et puis, si on devait l'achever, donc reprendre à partir de cette infrastructure, les fonds qu'il fallait encore décaisser, c'était énorme. Au-delà de ça, au niveau technique même, au niveau de la sécurité des installations, d'un bâtiment qui a été mal exécuté avec les risques que cela présentait pour ceux qui devraient y habiter, pour les populations. La question a été posée à la représentation nationale, la 7e législature, de constater et de pouvoir faire les choix douloureux qui s'imposaient. Et le choix, non pas de démolir, mais le choix, on a laissé au gouvernement. Mais le choix de l'Assemblée, c'est qu'on mobilise des moyens pour construire un nouveau siège. Et c'est ça qui est en train d'être opérationnalisé à côté. Et quant à la démolition, vous savez, les fortunes sont diverses. Certains ont estimé qu'il fallait laisser cet édifice-là pour dire ce qu'ont été nos méthodes de corruption, cette gangrène-là. En réalité, la responsabilité des politiques, oui, bon, puisque c'est sous un gouvernement que ça a été fait. J'ai eu dire que même des députés à l'Assemblée nationale dans d'autres mondes, ceux qui sont des hommes d'affaires, ont été mêlés, certains ont été mêlés dans ça. Je ne sais pas, la justice va faire son œuvre, je ne sais pas le niveau d'instruction de cette affaire-là, mais c'est aux populations que je voudrais plutôt m'adresser, hein, c'est aux populations que je voudrais m'adresser. Parce qu'il y a certains qui ont été responsables de ça, mais qui se pavanent dans les rues aujourd'hui et qui donnent des leçons, que vous voyez. Et parfois qui sont applaudis. Et ils viennent donner des leçons à ceux qui estiment qu'il ne faut plus qu'on fasse comme ça, qu'il ne faut plus que les choses se gèrent de cette façon, et les dévoient et instrumentalisent leurs difficultés au quotidien pour aller prendre quelques bains de foule. Ils sont responsables de ça. Et bien donc la population, bon. Et ça là, il faut qu'on s'interpelle aussi. Aussi la responsabilité de la classe politique, parce qu'on sait que l'une des grandes espérances des populations, lorsque Patrice Talon a été porté au pouvoir, c'est de faire la lumière quand même sur ce sujet-là, sur ce dossier, afin que l'on puisse quand même faire tomber les têtes. Mais depuis, le paradoxe demeure. Non, bon, et puis, pour compléter, Kader, on rappelle que des sanctions autrefois ont été prises et elles ont été annulées. Et on rappelle également que c'est... Annulées par qui? Je crois par le pouvoir... Le pouvoir? Oui. Les sanctions disciplinaires, administratives ou quel genre de sanctions? Non, vous savez des sanctions judiciaires. Parce que, on rappelle que Maître Joseph Diabrélon avait été l'avocat du directeur général de CERO-SA. Et c'est lui qui a obtenu qu'on annule les sanctions. Aujourd'hui, il est président de votre parti. Donc, n'accusez pas seulement les autres. Non, mais j'ai encore accusé personne. Okay. Vous avez dit la responsabilité de la classe politique. Mais ce qui a été fait là, mais il y a des auteurs de ça ou pas?
Oui, mais qu'on les ait punis ou pas, mais il y a des auteurs. Oui. Qu'on les ait punis ou pas, il y a des auteurs. Bien Donc, sûr. on ne va pas mélanger les choses. Il y a des auteurs. La première responsabilité n'incombe pas à celui qui doit punir. C'est celui qui a osé faire ça. Au nom d'une république où tout est à faire, vous venez de dire, on a des problèmes d'école, des problèmes d'hôpitaux, et on a pu engloutir 20 milliards dans ça. Plus de 20 milliards. Plus de 20 milliards dans ça. C'est ça la première responsabilité, parce que nous faisons des glissements très faciles parfois. C'est cela ce qu'il ne faut plus jamais permettre dans notre pays. C'est un. Deuxièmement, ceux qui l'ont fait. Et dans ceux qui l'ont fait, vous avez parlé de Maître Diogbenou qui serait avocat, je ne sais pas, mais ça c'est son cabinet privé. L'avocat, il est fait pour défendre parfois le criminel aussi. Et dans un état de droit, le criminel aussi a le droit d'être défendu. Donc je mets, s'il vous plaît, Oui. je mets à côté. Il appartient à la justice indépendante de rendre la justice. Et c'est pour ça que quand vous avez dit qu'il y a des décisions qui ont été annulées, vous avez dit que les décisions ont Vous été ne partagez pas ce annulées. ressenti des populations de ce que la justice sur certains dossiers, quand même, à son rythme, qui n'est pas du tout commode. Mais c'est normal, c'est pourquoi nous évertuons à réformer Ça la fait justice. plusieurs années. Mais c'est pour ça que nous nous évertuons à réformer. La justice, c'est qui? La justice, c'est un appareil et ce sont des hommes. Mais on a vu justement cette justice que vous êtes en train de réformer, on l'a vu très efficace sur bien de dossiers. Et du coup, pourquoi sur ce dossier-là, en on a quand même particulier, la malaise à S'il vous plaît, apprendre. je ne connais pas l'instruction du dossier. Je ne sais pas. C'est pour ça que je vous dis que la justice, et je suis d'accord même pour qu'il y ait des lobbies, et c'est votre rôle en tant que journaliste d'interpeller la justice. Et donc de faire de l'investigation au point de savoir où est-ce que nous en sommes. Et vous également en tant que En parlementaire. tant que parlementaire, Parce que quand vous avez tous les rapports nouveaux. le problème, il est où? Que à partir d'un certain moment, vous interpellez qui? Il n'est pas prévu dans notre règlement intérieur que l'appareil judiciaire, en tant que justice indépendante, soit interpellé par un autre pouvoir. Nous ne pouvons pas le faire. Quant à l'instruction, c'est-à-dire que l'engagement de la procédure au niveau du procureur général, oui, nous pouvons interpeller le garde des Sceaux pour dire tel, est-ce que ça... Mais dès lors que c'est aux mains de la justice, ben, malheureusement, nous ne pouvons plus rien. Mais le journaliste peut investiguer. Le journaliste peut investiguer, voir, mais où est-ce que nous en sommes? Et pour c'est ça. Parfois, on accuse, c'est pas, le député ne peut pas interpeller l'appareil judiciaire. Le député ne peut pas le faire. Le député peut interpeller le garde des Sceaux, qui lui peut pistoler le procureur de la République, qui est là, qui représente donc la nation, l'État, il peut le faire. Mais l'appareil, l'affaire en instruction, l'affaire aux mains d'un juge, à partir de cet instant, ni le gouvernement, ni le Parlement ne peuvent plus rien, malheureusement. Maintenant, cette justice-là, cet appareil-là, s'il est au goût de nos populations et tout, il y a certainement des efforts qu'il faut continuer à faire. Il faut faire des efforts, il faut continuer. Et c'est pourquoi je dis la justice est un appareil et ce sont des hommes. D'accord? Le même appareil, un homme, ça peut ne pas avoir les mêmes résultats que le même appareil avec un autre homme ou une autre femme. Quand je dis homme, c'est avec grand H. C'est ça. Les hommes, ils ont nécessairement leur mot à jouer dedans. Et c'est à ce niveau, fondamentalement, que se joue l'indépendance de la justice, entre autres, au-delà de l'appareil. Je vous trouve dans un rôle un peu facile là, mais quand vous dites que tel pouvoir ne peut pas interpeller l'autre pouvoir, et les partis politiques, Oui. et vous êtes plus protégés que nous, journalistes, qui incarnent aussi un pouvoir, nous incarnons aussi un pouvoir. Nous incarnons un pouvoir et nous sommes plus exposés que vous. Le parti politique Oui. n'a aucun droit, on peut parler, mais c'est de l'appareil judiciaire qu'il s'agit. Ça va se faire sous quelle forme? Le parti politique va dire à un juge, Faites un ou meeting. dire un meeting pour dire quoi? On aurait voulu Non, une mais c'est classe possible. politique plus active parce que Plus vive. plus vive et plus garoyante sur ces questions-là. Ouais, attendez. On a l'impression qu'on a peur. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. l'impression que ça donne. Non, il faut que ça donne cette impression. Parce que ceux qui étaient là hier sont... Comment on appelait ce qui s'est passé là? Mais ça date de quand? Parce que là, on fait des glissements.
qu'il faut clarifier tout de suite. N'avait-il pas de pouvoir au moment ça s'est fait? Je constate que le pouvoir en place a pris des précautions pour que ces choses-là ne se passent plus jamais. Ou bien pendant que le pouvoir... S'il vous plaît, madame, oui. j'ai dit, aujourd'hui, là, si vous faites ça, vous vous retrouvez en prison le lendemain. C'est clair. Et c'est déjà ça, ce à quoi nous nous engageons. Mais vous oubliez, honorable, que les acteurs du pouvoir, les caciques du pouvoir actuel ont été actifs Mais au cours attendez, du... Oui. la justice n'a qu'à faire son devoir. Et vous allez voir si avant, il était loisible pour le politique de protéger un justiciable, c'est quelqu'un qui est, en parenthèse, pris en flagrant délit de corruption, de détournement, de prévarication et consorts. Il pourrait avoir des interventions directes pour le sortir des mailles de la justice. Mais aujourd'hui, si vous voyez le faire, dénoncez cela. Dénoncez cela. Aujourd'hui, si vous tombez dedans, vous êtes pris. Et c'est déjà ça, c'est une avancée. Vous savez, quand le président Soglo est venu au pouvoir, il a dit « je vais faire grande gorge ». Alors, vous parlez avec une certaine verbe, c'est notre pays. Il a pu faire grande gorge à qui? Sous ce pouvoir, ça a été fait. Et quand on le fait, ce que vous demandez là, quand ça se fait, c'est vous-même qui venez parler d'exilé aussi. Malheureusement. Exilé parce que... Exilé parce que la justice... Parce que... Non, attendez, le ressenti, mais vous... Non, c'est pas ça. Gouvernement, eux sont attaqués. Non, et ceux qui non, mais écoutez, parce que on a comme l'impression qu'au niveau du siège de l'Assemblée nationale, oui, ceux qui sont responsables en tant qu'acteurs politiques dans le tribunal de la conscience de chacun, on sait ceux qui ont été les vrais acteurs de ce drame. Mais c'est qui ceux qui ont été les vrais acteurs? Si vous en connaissez, sûrement. Demain, faites des parutions et dites mais pourquoi tel on a un petit sourire. On a comme l'impression que cette justice que nous avons, en qui nous éprouvons beaucoup de respect, a des zones interdites. Sélective, en fait. Non, sélective, mais des zones interdites. Non, mais c'est pas vrai. C'est des dossiers. Non, mais c'est pas vrai. Ne faisons pas. Regardez, ne faisons pas de la stagnation sur ce dossier. Je pense que ce n'est pas normal ce qui s'est passé. Et c'est ça la vraie question. D'accord? Maintenant, la justice que vous demandez là, est-ce que ce qui s'est passé là, on peut aller l'interpeller sans avoir des responsabilités par rapport à ceux qui... Vous savez que le Parlement du moment a demandé à être le maître d'ouvrage de cette infrastructure et que le gouvernement a dit non. Si le gouvernement a dit non, le gouvernement s'est engagé à en assumer toutes les responsabilités. Vous serez prêt à ce qu'on interpelle le président Yahya Boni pour ça? Quand vous dites oui, c'est cela, vous serez prêt pour ça? Vous serez prêt à ce qu'on... C'est pourquoi je dis, moi je ne vais pas aller là, c'est pas le seul. Que la justice... La rumeur font état de ce que au moins les 5 premières personnalités du Bénin, il y en aura, il y en a une ou deux impliquées dans ce dossier. Donc, du coup, si ce sont des intouchables, comment est-ce que... Pourquoi vous dites qu'ils sont intouchables? Est-ce qu'un juge vous a dit qu'il avait des pressions pour faire son travail? Parlons de la justice de mon pays. C'est de ça que je vous parle. Parce que si nous poussons loin, nous allons nous embrouiller, nous tous, collectivement. Retenons que ce n'est pas normal. C'est ce que les populations doivent retenir. Que ce n'est pas normal. Et au-delà de la justice formelle, il y a une justice informelle aussi, que nous n'assumons pas et nous mettons la responsabilité sur les autres. Je vous ai dit que ceux qui l'ont fait se pavanent et donnent des leçons à ceux qui sont engagés. Ils ne l'ont pas fait seuls, honorable. Mais je ne dis pas qu'ils ne l'ont pas fait, mais déjà, commencez déjà par dire que vous l'avez fait pour que déjà la réprobation populaire aille sur leurs complices. Merci à vous. Je dis commençons par sanctionner moralement ceux qui ont fait des choses comme ça. Et quand on les a identifiés, les acteurs principaux, la réprobation populaire devrait s'étendre à leurs complices. Alors, quelle que soit leur obédience, quel que soit leur rang, même s'il y a des complices au niveau de l'UP, qu'ils soient recherchés et qu'ils soient désapprouvés. Appelons la criette à vite faire son travail alors. Vivement. Bon, que la justice fasse son travail. Et très bien en plus. Et nous sommes tous demandeurs de ça. Nous sommes tous demandeurs de cela. Alors il y a cela quelques jours, le Bénin a été frappé par un drame, un incendie de l'entrepôt des centres de contrebande
s'est fait montre dans la commune au niveau de Sénécraqué. Nous avons vu la promptitude du gouvernement, nous avons vu également les partis politiques qui sont levés également pour apporter tout leur soutien aux victimes de ce drame. Mais en tant qu'acteur politique, qu'est-ce que ce drame-là doit inculquer dans la conscience des acteurs politiques aujourd'hui? C'est un événement malheureux. Il faudrait avoir une pensée pour les parents des victimes. Me prosterner dans la mémoire de ceux qui sont décédés dans ce drame. Voilà. Quelles étaient les causes? Voilà. Je dis qu'il y a une commission d'enquête qui a été mise en place. Personnellement, je n'ai pas encore le rapport. Ce n'est pas que si le rapport est déjà rendu public. Mais nous savons que c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Tout à fait. Et que face à ça, c'est un secteur très sensible. Cette semaine, il y a eu un incendie également du côté du Nigeria, du raffinerie. Bon, donc ça veut dire que le phénomène n'est pas qu'au niveau du Bénin. Et que, bon, de toutes les façons, ce trafic se fait entre le Bénin et le Nigeria. C'est un sujet délicat parce que déjà le produit, c'est un produit prohibé. Nos concitoyens vivent de cela. Et puis après, quand vous êtes un gouvernant, vous êtes obligé de voir comment vous gérez cette situation sensible. L'essence déjà de la contrebande et le secteur de la contrebande. Et quand l'incendie est arrivé, le drame est arrivé, j'ai écouté le porte-parole du gouvernement qui a dit tout ce que le gouvernement était en train de mettre en œuvre. Et déjà, ce qu'il a révélé montre qu'il y a de l'anticipation. Et c'est ça que je voudrais reconnaître ici. De l'anticipation après le drame, c'est ça? Non, de l'anticipation. Bon, dans la prise en charge des victimes et consorts, il y a eu de la promptitude, vous l'avez dit tout à l'heure. Il faut féliciter le gouvernement, l'encourager. Mais par rapport à la gestion du secteur, à la régulation du secteur, justement, il y a de l'anticipation. Vous avez dit, j'ai écouté le gouvernement, le porte-parole du gouvernement en tout cas, dire que des mini-stations ont été commandées et qu'il y a déjà au niveau de l'opérationnalisation un dispositif qui est pris pour le déploiement de ces mini-stations. Ça veut dire qu'il y a déjà de l'anticipation, que le sujet est en train d'être traité. Est-ce que c'est de la façon la plus convenable? Je dis, il reste à faire. Il reste à faire, mais remarquons et notons déjà que sous ce régime-là, il y a déjà une grosse avancée. Au-delà des mini-stations, la discipline au moins même observée donc dans la commercialisation de ces produits, que ce soit dans nos rues, au bord de nos goudrons et tout ça là, et l'organisation du secteur, il y a déjà une grosse avancée qui est remarquable déjà. Je ne dis pas que ce soit suffisant, mais c'est déjà remarquable. Il faut encourager le gouvernement à continuer à intensifier cela, parce que si les mesures qui sont prises ne sont pas très pensées, c'est vous-même qui allez revenir pour dire les populations souffrent et qu'est-ce qu'on va manger. C'est clair, parce que les mini-stations, est-ce qu'elles sont d'abord faciles aux vendeurs de... Oui, bon, je pense qu'il appartiendra au gouvernement de mettre pour que ça le soit. Je sais qu'il y a un dialogue entre les acteurs du secteur et le gouvernement. C'est pas subventionné, donc du coup... Non, vous savez, non, je ne suis pas l'opérationnel, je ne suis pas porte-parole du gouvernement sur votre plateau, et ça nous interpelle aussi. Et c'est à nous, et s'il y a des questions qui émergent de votre plateau ici, auxquelles je n'ai pas de solution, c'est mon rôle d'interpeller le gouvernement, de poser des questions au gouvernement pour voir plus clair. Je pense que ce serait bien qu'on subventionne à bon pourcentage pour les ils sont en discussion. Et permettre cette reconversion, tant espérée. C'est une bonne idée et je ne crois pas que le gouvernement ne soit pas dans cette perspective-là, je ne crois pas. De toutes les façons, il faut que le secteur soit organisé et que chacun se dise que ça ne peut pas être un secteur, un domaine périn. Et que d'un jour à un autre, que ce soit... à la fin du paillot. Mais c'est inévitable. Ce n'est même pas par le fait du gouvernement du Bénin. Déjà par le fait du gouvernement. Déjà, le président Tinubu, à sa prise de pouvoir, a dit que lui, il lève... C'est sa première mesure, qu'il lève les subventions. Mais les politiques... Dans la floraison de ce commerce... Après, la réalité est autre au niveau des populations. Est-ce que vous croyez vraiment... Je ne parle pas des populations. Si, de façon factuelle, ça devient... factuel,
que la subvention est levée sur le carburant, l'essence au Nigeria, ça va avoir des effets incommensurables sur la floraison du secteur au Bénin. C'est des faits mathématiques, c'est économique. D'accord? Donc le président qui le dit, n'attendons pas que donc la vanne soit totalement fermée. Donc les acteurs du secteur doivent y penser. Pendant que, aujourd'hui, ils ont encore la possibilité de s'en sortir et tout. Tout le monde doit y penser, y compris le Bénin. Et c'est pourquoi quand je vois à travers les villes surtout, et j'espère que ça doit se déployer dans les milieux ruraux aussi, et la multiplication, parce que 5 ans en arrière au Bénin, si le Nigeria en arrivait à dire que je lève la subvention sur les produits, sur le carburant au Nigeria, et que ce commerce-là, nos populations n'arrivaient plus à passer, quel était l'état des stations-service au Bénin? On ne pourrait pas. Et aujourd'hui, vous passez dans les rues, vous voyez qu'on n'a pas attendu qu'il y ait crise avant de chercher donc à organiser le secteur. Je dis, j'encourage le gouvernement à faire davantage pour que ce secteur-là soit régulé. Au-delà de tout ceci, face à cette problématique, un casse-tête carrément pour tout le monde, est-ce que vous avez un message à l'endroit des populations? C'est de dire de respecter les règles de sécurité qui sont indiquées. Et dans les cercles de discussion que le gouvernement a avec les acteurs de ce secteur, s'il y a des résolutions qui sont prises, qu'il y a des recommandations qui sont faites, il faudrait que chacun vraiment puisse respecter les recommandations. Vous savez ce qui était en train, ce mode de transport du carburant, j'ai entendu des acteurs même dire que c'était un mode prohibé. Et quand eux, même dans le secteur, qui se sont entendus pour qu'il n'y ait plus ce mode de transport, c'est-à-dire des bidons, et tout ça là. Ce sont donc, si au moins il y avait un minimum à ce niveau de respect de leur propre engagement, je pense qu'on aurait évité, qu'on aurait pu déjà éviter ce qui est arrivé. Donc déjà, s'ils s'entendent sur des mesures, des règles, donc de conduite et de tout, que chacun puisse jouer sa partition pour que ça puisse déjà limiter ce genre de dégâts en attendant que donc des solutions pérennes et durables soient trouvées et par rapport à ce secteur-là. Alors, honorable, nous allons progresser un peu dans cet entretien-là. Nous allons parler un peu de l'actualité liée à cette vague de coups d'État que subit l'Afrique depuis quelques années. On a constaté beaucoup plus de coups d'État, une prolifération des coups d'État de part et d'autre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez et pensez-vous que le Bénin est à l'abri? C'est un sujet délicat. C'est pas une bonne tendance. Surtout nous, pays appelé Bénin, ancien Dahomey, et malheureusement baptisé enfant malade de l'Afrique. Vous n'avez pas oublié ce nom, que le Bénin, entre 1960 et 1972, était baptisé enfant malade de l'Afrique, du fait de ces coups d'État qui se succédaient comme un jeu d'enfant au Bénin. Donc, quand on est béninois, on est obligé d'être attentif par rapport à ce qui se passe dans la sous-région. Mais les causes qui sont proclamées, et quand on suit aussi les populations au lendemain de ces coups d'État, que disent les populations? Quelles sont les raisons proclamées? Analysez les raisons proclamées. S'il m'était donné de vous poser des questions sur le plateau, vous allez voir que c'est autant de choses auxquelles le gouvernement actuel est en train contre lesquelles le gouvernement actuel est en train de prendre des mesures. Mauvaise gouvernance caractérisée. C'est ça qui est proclamé. Et c'est pour ça que certaines populations jubilent. L'insécurité galopante, la montée donc, de l'extrémisme violent dans la sous-région. Vous êtes au courant des efforts qui sont faits par le Bénin, ce n'est pas encore suffisant, mais beaucoup d'efforts ont été faits dans ce sens. Faire en sorte que les populations, donc, dans les milieux les plus reculés, aient de l'eau de 40%, on en est au-delà de 70%. Avec la tendance pour qu'on aille
d'ici les prochaines années vers les 100%. Que ceux qui ont appris un boulot, les artisans, puissent avoir de l'électricité pour pouvoir travailler dans leur milieu et y rester. C'est ça. C'est l'ensemble de tout ça. C'est ce résultat que vous voyez. Est-ce que vous pensez Après, au niveau politique, c'est le multipartisme débridé. Débridé. 278 partis à la veille de 2018. Donc, quand il y a des efforts pour tourner dos à ces déviances, à ces travers, il y a un prix à payer que malheureusement certains instrumentalisent. Et je dis malheureusement au détriment des populations. Vous voyez, allez au Mali, allez au Burkina Faso, allez même au Niger. Les populations qui sortent dans les rues, les populations qui soutiennent les pouvoirs, vous pensez que c'est sans sacrifice? Ce n'est pas sans sacrifice et c'est cela. Donc quand on est dans le cadre démocratique, et que pour que ces choses-là n'arrivent pas, qu'on demande des sacrifices, mais il y a certains Béninois qui estiment que non, c'est tout douillet, que la démocratie n'implique pas de sacrifices. Et que la démocratie suppose des pouvoirs faibles. Et que la démocratie suppose des États faibles. Nous avons fragmenté les États au nom de la démocratie. Vous êtes d'accord avec moi que des raisons pour légitimer un coup d'État au Bénin ne manqueront pas. Mais c'est ce que de frustration, de l'absence de liberté individuelle et collective, partant de, je ne sais pas... Liberté individuelle et collective, vous en avez au Mali? Liberté individuelle et collective, vous en avez au Burkina? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me vient en tête que je ne peux pas dire et bien restituer. Il y a quelque chose qui m'inspire que je ne peux pas dire en français malheureusement. C'est pour dire. Ne pas se plaire dans ce qu'on a, là. On finit par se retrouver... On devrait, ce que vous dites, honorable, on devrait donc se complaire dans le fait qu'aujourd'hui, nous sommes tous frustrés. Non, c'est pas ça. Que la démocratie n'est plus ce qu'elle est et que pour parler même en tant que journaliste, il faut réfléchir par deux fois. Alors là, non, n'utilisez pas les mêmes mots. Oui. Dites-moi, devant caméra, que vous, que pour parler au Bénin, vous réfléchissez de 10 000 fois. Je parle au Bénin, la peur au ventre. Au Bénin? Oui, la peur au ventre. Et le Bénin d'hier? Entre le Bénin d'hier... Attendez, s'il vous plaît. Non, c'est un sujet sensible. Parce que ces mots-là, je l'entends au quotidien. Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, c'est le sujet. Oui. Monsieur Achirou, je l'attends que l'on distille comme des petits biscuits ces mots que vous utilisez. Oui. Vous savez, moi, Orden Aladati, j'ai porté du rouge ici parce que je ne pouvais pas parler dans les télés et je ne pouvais pas manifester. Et j'ai dit au moins les mercredis, en ne disant rien à personne, en sortant chez moi avec une cravate rouge, je manifeste ma colère. Mes jeunes ont été gazés, ils ont été arrêtés pour ça. Quand donc des individus comme nous sommes devant vous, devant les plateaux, ne disent plus ce que vous dites là. Quand nous sommes là, ne dites plus ça. Que dans le Bénin d'aujourd'hui, qu'il y a plus de privation dans le Bénin d'aujourd'hui que dans le Bénin d'hier, nous allons vous dire que ce n'est pas vrai. Mais on est là-dessus. Et que qui donne la parole à tout le monde. Qui donne la parole à tout le monde. Le monde que moi je lis, que tout le monde peut dire ce qu'il veut sur votre plateau. Et que vous demeurez si rayonnante et tout ça là, dans ce pays de droit. Non, mais c'est un compliment. Il ne faut pas qu'on dise. Vous voyez le nombre de journalistes arrêtés aujourd'hui? Nombre de journalistes arrêtés, pourquoi? J'ai dit aux journalistes, quand c'était la journée internationale de la presse il y a 1 an, nous étions à Gualand, ils m'ont invité. Et j'ai dit, même les députés
s'ils vont commettre un certain nombre d'infractions, malgré leur immunité, ils seront arrêtés aussitôt. Alors, Et pourquoi vous voulez que le journaliste, qui peut-être s'amuse à déblatérer sur l'honneur d'un autre, vous, journaliste, oui, vous l'êtes, accepteriez-vous que sur les réseaux sociaux, on monte des cabales contre vous? C'est-à-dire que, je vais être trivial, quelqu'un prenne votre photo nue et balance, et passer les journalistes. Alors, Non, répondez, non, n'escamotez pas. Parce qu'il est journaliste, il le fait. Et s'il est journaliste, il faut punir ça. si vous permettez. Maintenant, pour avancer dans le code de l'information. Lorsque nous parlons des Le code de l'information s'applique aux journalistes au Bénin. Le code de l'information empêche que le journaliste, dans l'exercice de sa fonction, et je profite pour le dire une énième fois, si vous, sur les réseaux sociaux, alors que votre journal est un journal en ligne, le numérique dit que Reporter Bénin Monde, s'il a un organe en ligne, il y a des formalités pour que vous soyez consacré comme journal en ligne. Et que même si vous avez des déviances, en ce moment-là, vous êtes protégé par le code de l'information. Mais si ce n'est pas un organe en ligne et que vous déblatérez, si vous êtes un individu comme tout le monde et que vous devez être poursuivi et sanctionné. Merci. Ces choses-là, il faut le savoir. Sinon, on en lit les mots très facilement. Et puis après, c'est de ce même pays. Lorsqu'on parle des coups d'État, pour revenir au coup d'État, des raisons pour légitimer un coup d'État au Bénin, je le répète encore, ne manqueront pas. Mais les coups d'État posent une problématique, celle de la confiance entre les chefs d'État et leur garde personnel. Est-ce que cela n'amènerait pas à l'avenir des dirigeants africains à faire recours à des services militaires pour assurer leur sécurité lorsqu'ils voient que ceux qu'ils ont nommés, ceux en qui ils avaient toute confiance, du jour au lendemain, avec des alibis, les renversent et... Mais donc vous dites que ce n'est pas bon, cette tendance-là. C'est ce que je dis. Je dis là où on va là, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Et donc par principe, vous condamnez ça. C'est ce que la CEDEAO a fait. Par principe, les coups d'État mais c'est condamnable, n'est-ce pas? Oui. Par principe. Par principe. Donc c'est ce que la CEDEAO a fait. Et les mêmes disent que la CEDEAO ne devrait pas. Mais on a vu le Bénin très guerroyant dans cette après le coup d'État au Niger. Est-ce que vous pensez sérieusement? Vous avez dit le Bénin? Oui. Le Bénin? Oui, le Bénin. Non, la CEDEAO. Et donc, y compris le Bénin. Dans cette même CEDEAO, nous avons le Togo, nous avons d'autres pays qui ont été plus... donc, vous reprochez au président de la République d'avoir été porte-parole de la CEDEAO. Ah, on ne savait pas que... Non, mais vous avez suivi. Mais vous avez suivi que, donc, le conclave de la CEDEAO, que c'est notre chef d'État, à la sortie de leur conclave, qui a pris la parole en français. Je ne sais pas si un autre a pris la parole en anglais, mais c'est le chef d'État du Bénin qui a pris la parole. Vous parlez au nom de la CEDEAO. Et qu'est-ce que la CEDEAO a dit? Après cette prise de après ce compte rendu de M. Patrice Talon à la CEDEAO, il y a eu les prises de position au Bénin. Il y a eu notre ministre des Affaires étrangères qui est allé dans... Qui a restitué la position de la CEDEAO. La CEDEAO a dit quoi? La CEDEAO dit nous mettons toutes les options sur la table. Nous avons le dialogue, la diplomatie. Et que si ça n'aboutit pas, et qu'une intervention pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger n'était pas écartée. Et ce n'est pas pour la première fois que la CEDEAO le dit. Hein. Avant Patrice Talon, on a vu le cas de la Gambie. Et la CEDEAO a commencé par se déployer en Gambie, ce qui a fait que Yaya Jammeh s'est réfugié, je crois, au Gabon, je ne sais pas où il est allé, ou bien au Cap-Vert. Ce n'est pas pour, s'il vous plaît, ce n'est pas pour la première fois. Donc la CEDEAO, moi je vois la CEDEAO dire une position de principe consacrée dans ces textes. Pour dire, aucune option n'est à écarter. Ce que moi j'ai dit à la rédition de comptes à mes militants la fois dernière, prions pour que la diplomatie marche. Mais on a vu le temps de la diplomatie. Mais laissez le temps, mais il n'y a pas de... C'est la CEDEAO. Vous êtes dans le déni de du rôle que le Bénin a joué particulièrement au sein de la CEDEAO dans cette crise nigérienne. Non, mais je ne veux pas savoir. Je sais que nous sommes dans une communauté. Et puis moi, je n'étais pas dans leurs travaux.
Et puis vous ne savez pas ce que le gouvernement du Bénin fait. Vous ne savez pas si nous sommes sur ce plateau. Moi, je dis, je fais confiance à mon gouvernement. Nous ne savons pas, mais nous voyons au constat, nous voyons, parce que nous observons la dégradation des liens entre les communautés. Non, mais attendez, ce n'est pas les communautés. Moi, mon gardien, j'ai un gardien qui est nigérien. Il est là avec moi. On parle tous les matins. Vous comprenez? Ne dites pas qu'il y a la débat. Il y a les pouvoirs, il y a les États, il y a les gouvernements. Lorsqu'on le sait, les États n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, au regard de l'ampleur de la crise, au regard des intérêts... Alors, qu'est-ce que vous dites? La CEDEAO dit, nous avons une position de principe. Une position qui n'a pas fait l'unanimité au niveau de la conférence. Non, mais je ne sais pas, ça a été une décision. Oui. Je parle de la décision, mais je parle dans leur couloir. Oui. Une décision de la CEDEAO qui dit dans tel sens. Et vous me dites, oui, le Bénin peut sortir de là. Quoi qu'ayant dit ça, aller faire autre chose. Mais moi, je n'ai pas encore vu le président Patrice Talon faire ça. Si tu n'es pas d'accord, ils vont en discuter. On a vu, dans le même temps, M. Orden Aladati, on a vu d'autres pays, dans la même CEDEAO, avoir des positions avec beaucoup plus de recul. Pourquoi le Bénin n'a pas opté pour ce... Non, mais quand vous parlez, nous parlons en termes de résultats. Le coup d'État a eu lieu au Niger quand? Et le Bénin est intervenu au Niger? Le Bénin n'a pas intervenu. M. Patrice Talon a dit que nous allons tout faire pour rétablir l'ordre constitutionnel. Mais il a dit, mais qu'aujourd'hui, on a fait quoi? Ça veut dire que la diplomatie suit son cours. Et que nous n'avons pas besoin de spéculer, d'aller trop vite en besogne. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le temps presse? Vous pensez que tout va bien? Non, mais je n'ai pas dit que tout va bien. Est-ce que vous ne pensez pas que... mais c'est normal. Mais la douleur, elle est amère dans le monde. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les frontières sont encore fermées. Le Bénin et le Niger. Mais tout le monde, c'est pourquoi je dis, vous et nous là, la posture que nous avons, c'est pas ça qu'il faut avoir. La posture, c'est de dire que la diplomatie marche. Et que pensez-vous de la posture du Togo dans cette crise? La posture du Togo dans cette crise. Moi, je ne veux pas juger les autres États. Quand on s'est engagé, on s'engage. Et nous a toujours créé des problèmes par rapport aux tarifs extérieurs communs et consorts. Donc il y a des bons élèves, des mauvais. Moi, je vais attribuer de notes à quelqu'un. Donc moi, je parle de mon pays. D'accord? Et je dis que moi, ma prière, c'est de faire en sorte que les négociations aboutissent et que la diplomatie marche. Mais puisque visiblement la diplomatie ne marche pas. Comment vous dites que visiblement la diplomatie ne marche pas? Si la diplomatie ne marche pas, l'autre option serait déjà utilisée. Le débat a-t-il été fait? Vous avez dit, mais ce que vous craignez, cette option n'est pas utilisée jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire que la diplomatie suit son cours. Vous lisez un peu les tabloïds, vous analysez la perception aujourd'hui que la communauté internationale, enfin africaine, a de la posture du Bénin. La communauté, vous parlez de qui? De quelle communauté vous parlez? Moi, je suis de la communauté africaine. D'accord? Ce que je lis, c'est qu'on fasse tout pour qu'il n'y ait pas une intervention armée. Mais après ça, le lis. Oui, après ça. Et je dis que ma prière aussi, c'est que la diplomatie marche pour qu'on n'en arrive pas là. Oui, puisque de toute façon... Donc après, ce que vous demandez, vous qui dites par principe, les coups d'État ne sont pas bons. Quelqu'un s'impose le fait. Et vous dites, dès lors que certains s'est imposé la paix, blackout, on ne lui dit rien et la vie continue comme si de rien n'était. C'est ce que vous demandez. Que seront... Je dis, c'est ce que vous demandez en somme. Vous dites que ce n'est pas normal. Vous dites que votre femme ne doit pas commettre l'adultère. Elle commet l'adultère. Il y a des rites là qui se pratiquent chez vous. Vous ne les apprentez pas et vous demandez au mari de se comporter s'il n'avait jamais été coquifié. C'est ce que vous demandez. Nous avons de deux choses l'une. Il y a des positions de principe. La communauté a parlé. Et je dis que j'observe que la diplomatie suit son cours. Mais que devient... Et j'ajoute que de faire en sorte et que j'encourage les États de la CEDEAO à faire en sorte que la diplomatie prospère. Au nom des liens séculaires entre le Bénin et le Niger, que devient la relation entre le Bénin et le Niger? Et c'est pour ça, que le Bénin doit jouer au sein de la CEDEAO pour que les choses s'accélèrent. Pour que ce lien séculaire
ne continue pas. Parce que, en fait, personne n'a intérêt dans cela, dans ce qui arrive. Ni le Niger, ni la junte au pouvoir, ni le Bénin, qui est le port naturel du Niger. Donc ça n'arrange personne. Vous savez, et quand les gens se parlent parfois, j'entends les gens aussi dire que le pétrole du Niger ne va plus passer par le Bénin. Mais nous étions ici quand le gouvernement du Bénin allait négocier ce projet-là pour que ça passe par le Bénin. Il y avait d'autres pays plus forts que nous, le Nigeria, le Cameroun et autres qui étaient en concurrence. Personne ne sait comment le gouvernement a pu dénicher ça pour nous. Donc ce gouvernement qui l'a fait, aujourd'hui on veut l'accuser de ne pas se battre pour les intérêts du Bénin. Finalement, on a quelle garantie que dans ce projet-là, le Bénin sera maintenu? Mais quelle garantie vous allez mettre le Bénin? Il n'y a pas que la partie nigérienne, il y a la Chine, il y a tout ça. Et nous, je dis encore que nous, je sais que nous avons un gouvernement responsable. Alors, voilà. Je vais vous poser la question tout à l'heure de savoir, est-ce qu'au niveau du Parlement, le débat a été fait? Non, nous étions en intercession. Et le débat, pour qu'il se fasse, ça avec quelle forme le débat? Le débat parlementaire a des orientations précises. Peut-être que si nous n'étions pas en intercession, le Parlement aurait interpellé. Quand je dis le Parlement, ce n'est pas le Parlement en tant qu'institution qui fait, hein. C'est un député, un ensemble de députés, un groupe parlementaire qui aurait pu poser des questions au gouvernement dans ce sens-là. Mais puisqu'il était question d'intervention militaire, est-ce que l'État, le gouvernement peut envoyer des militaires sur un théâtre? Mais le porte-parole du gouvernement vous a répondu sur ça. Et je dis, ce n'est pas la première fois, donc, que mais le Bénin a toujours participé aux missions de maintien de paix et autres, non. Mais c'est des militaires qui sont déployés. Hein. Et c'est des militaires parfois armés pour maintenir la paix, parce que ce n'est pas peut-être la force qu'on maintient aussi la paix. Mais pourquoi vous ne nous avez jamais posé cette question-là ici? Ce qui va se passer là, c'est un peu comme ça, une décision communautaire. Je touche du bois et j'espère que nous n'arriverons pas jusque-là. C'est mon souhait personnel. On a suivi des activistes, des panafricanistes qui ont opiné sur cette crise politique qui oppose le Bénin et le Niger. On a vu certains... Monsieur Achiro, il n'y a pas de crise qui oppose le Bénin et le Niger. Les frontières sont fermées. Mais il n'y a pas de crise, c'est la CEDEAO. Mais le Nigeria n'a pas fermé ses frontières. Mais qui vous a dit que le Nigeria n'a pas fermé ses frontières? Vous pourrez à la limite dire que les frontières du Nigeria sont plus poreuses que les nôtres au niveau du Nord. Le Togo a dit... Mais le Togo n'a pas fermé ses frontières. Et bien donc la CEDEAO va évaluer. Et s'il y a un mauvais élève dans ça, là, elle va aviser. Mais ça veut dire que vous pouvez dire que les frontières du Nigeria avec le Niger sont plus poreuses. Vous savez, au nord, nous avons le fleuve, Niger et tout ça. Ce n'est pas comme les frontières avec le Nigeria où les gens peuvent contourner tout ça là. C'est exactement ça, le Niger, le Nigeria. Chez nous, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression que vous banalisez... Je ne banalise pas. Je suis dans la réelle. Et je vous ai dit le maître mot, le fond de mon cœur, que moi je prie pour que la diplomatie marche. Donc je ne veux pas faire comme vous, qui voulez faire comme vous avez dit au début, que les coups d'État, ce n'est pas bon pour nous, qu'il ne faut pas aller dans ce sens. Et je dis, quelqu'un l'a fait. Et vous dites oui, puisqu'il l'a fait, bon, on ne fait rien. C'est ce que vous demandez. Moi, je ne veux pas suivre cette posture. Je comprends donc la position de la CEDEAO qui dit, ça, ce n'est pas bon par principe. Nous désavouons, nous désapprouvons. Et sur ça, nous avons été d'accord. En dehors de ça, la CEDEAO dit, nous mettons toutes les options sur la table. Nous allons discuter et nous pensons que nous allons nous entendre. Si nous ne nous entendons pas, nous sommes prêts à aller jusqu'à la force. Mais entre être prêts à aller jusqu'à la force et aller à la force, je dis, il y a un pas qu'il faut franchir. Et puis on spécule. Ok, alors on revient sur les coups d'État en général. Quelle est votre opinion sur cette propagation de ce sentiment anti-français sur le continent noir? Oui, bon, c'est la résurgence de la... C'est l'une des grandes légitimités de ces coups d'État-là aujourd'hui. Oui, c'est une résurgence et puis c'est un peu instrumentalisé aussi. Vous voyez, c'est... je vais caricaturer en disant que c'est la mauvaise solution pour des problèmes parfois sérieux. Il y a 2 ans, l'Union progressiste a eu à faire des journées, dites des journées de l'indépendance ici. On a eu à faire à la veille de l'indépendance. Nous avions déjà identifié ce genre de problématiques, les enjeux stratégiques de l'Afrique. Ce qui se passe au Sahel, si vous vous intéressez un peu à la géostratégie, vous pouvez déjà anticiper et comprendre
au niveau de la géopolitique mondiale ce qui se passe. Ce n'est pas pour la première fois que la détérioration des thèmes de l'échange ont été sujet d'actualité. Et ce n'est pas normal. On a dit ça. Les rapports où j'ai suivi des interviews ou des émissions de l'ancien président Houphouët-Boigny, par exemple, l'ami de la France, dire que nous avons dit dans 40 ans que obligatoirement ils ne souhaitent plus que ce soit les minerais qui soient discutés, mais que l'on discute. Et puis, c'est des problèmes qui sont liés à notre processus même de décolonisation. D'accord? Après, quelle réponse nous avons eu collectivement à apporter à ce genre de choses? On dit panafricanisme. Vous savez, de l'université, nous on a créé le centre Africa Obota. Africa Obota, c'est un mot qui vient du Gabon, c'est unité africaine. C'est ce que ça veut dire Africa Obota. J'ai des jeunes qui travaillent encore dans cette ONG. Le panafricanisme, c'est nous. Nous avons cette théorie-là, nous avons. C'est pour ça que je dis. Il y en a de plus légendaire, populaire que vous. Non, je ne dis pas déjà, chacun a ses méthodes. Nous, ce n'est pas les méthodes de l'arrogance et de l'insulte que nous utilisons. Mais c'est pourquoi je vous ai dit que c'est parfois les mauvaises solutions pour des problèmes sérieux qui se posent. Après, moi, je fais la part des choses. Ça veut dire que quelqu'un qui, dans ses propos, par exemple, insulte et tout ça, là, je peux dire que ce n'est pas normal, cette stigmatisation près de sa toile, mais je vais voir le fond de ce qu'il dit. Et je peux démarquer les deux et faire mon opinion sur ça. Je dis que des choses que l'on remarque dans la sous-région, c'est de mauvaises solutions appliquées à des problèmes réels et sérieux. Et vous n'allez pas regarder le Bénin, d'où nous sommes partis. Il y a les mêmes les détracteurs qui insultent le gouvernement aujourd'hui, qui avaient dit que le président Patrice Talon était mis à l'écart à la CEDEAO. Parce que vous avez vu sa posture. Même par rapport à nos relations avec la France. Mais ce n'est pas aujourd'hui donc que pour un problème de principe clairement affiché par le gouvernement du Bénin pour dire ne tolérons pas ça, ce n'est pas normal, il a dit de façon ferme, que l'on va l'accuser aujourd'hui d'être le plus grand des pro-français du monde. Et encore que, pourquoi voulez-vous que comme les autres on soit contre les Français? Moi je ne suis pas contre les Français, je ne suis pas contre la France. Et pourtant, je travaille, je milite pour qu'on ait des rapports plus équitables. Voilà, c'est ça. On n'est pas contre les Français. Mais je dis que c'est pourquoi le bon sujet pour de mauvaises solutions. C'est ce que je dis que je vous résume en ça. Monsieur, et donc dans les causes, mais il y a des gens qui ont porté ces causes et qui vont continuer à porter ces causes pour que l'Afrique soit dit, et tel que le Bénin a commencé par être dit, la restitution des biens. Vous avez vu la posture de notre chef d'État? D'accord? Donc, nous sommes en train de vivre un peu en tant qu'acteur politique, reflux de toutes ces récriminations. Et puis, bon, voilà. En tant qu'acteur politique, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir quelle est votre, aujourd'hui, lecture sur la force de l'institution qu'est la CEDEAO en tant qu'acteur politique. Oui, la CEDEAO bat de l'aile. La CEDEAO bat de l'aile. Vous êtes d'accord que la CEDEAO bat de l'aile? Oui, oui, mais elle est l'institution. Elle demeure. Il faut la réformer fondamentalement. Comme il y a des réflexions profondes qui pensent que l'ONU doit être réformée. Ce n'est pas parce que nous avons une institution, l'institution elle est là aujourd'hui. C'est cela. Ce n'est pas parce que nous sommes donc dans des préoccupations de réforme que nous allons la dévoyer totalement à l'institution. C'est une position de responsabilité. Et quand on est en responsabilité, il y a des choses qu'on peut faire, que vous pouvez dire et tout ça là. Mais un homme d'État, c'est pas ce que vous dites là. Alors, lorsqu'on revient au Bénin, tout à l'heure, je vous ai vu décrire, dire que le Bénin est totalement à l'abri de cela. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit ça. J'ai décrit les motivations que les gens activent. C'est-à-dire que ce qui est proclamé et ce qui est agité dans les rues. Et je dis que si vous observez bien, nous sommes en train d'anticiper sur ces causes qui ont abouti à cela. Donc je ne suis pas devin, non du tout. Mais je dis que nous sommes dans la bonne voie et les pays africains devraient faire ce que nous sommes en train de faire. Et naturellement intégrés dans le panafricanisme. Vous savez ce qui se fait dans la sous-région. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'il ne faudrait pas que ces pays-là, donc, fassent autrement la lutte pour la meilleure gouvernance de leur pays, travaillent
à discipliner les partis politiques, prennent des mesures plus efficaces pour freiner la propagation donc, de l'extrémisme violent dans nos pays. Voilà les causes que je vois. Après, il y a des causes profondes, hein, la dividende démographique, par exemple, qu'en Afrique, nous avons du mal à cerner, soit d'ailleurs objet de réflexion au Bénin qu'il faut anticiper. Il faut anticiper sur ces questions-là. Parce que si vous n'anticipez pas sur ces questions, vous pensez allez prendre des mesures aujourd'hui, la conjoncturelles. priorité au Bénin, c'est d'anticiper sur les questions de dividendes démographiques. Mais ça joue. Parce qu'au fait, les jeunes qui sont dans la rue, il n'y a pas d'emploi, il y a ça. Regardez le monde de l'éducation. D'accord? Vous êtes des décideurs. D'accord? Vous faites une programmation pour dire que dans votre village, dans votre quartier, tout ça là, dans la région, il nous faut, dans les 5 prochaines années, 10, 20 écoles, vous planifiez. Dans 2 ans, vous êtes à 40 déjà. C'est éternel, hein? Je n'ai pas donné de solution encore, mais c'est une préoccupation. Vous ne pouvez pas être une nation, un État en devenir et ne pas vous poser ces questions. Maintenant, quelle est la réponse que vous apportez? C'est ça, toute la problématique. Et il n'y a pas de réponse prête à apporter que je sache. C'est pourquoi il faut en discuter. Il faut en discuter, mais c'est une préoccupation, surtout pour l'Afrique. C'est une préoccupation. Si nous ne mettons pas ce sujet comme préoccupation, une préoccupation réelle, profonde, ou une préoccupation intéressée, parce qu'on sait que lorsque les États abordent ces questions, c'est parce qu'il y a des financements derrière, sans être en fait. Non, attendez, je vous ai donné des exemples précis. Je dis, tel que nous fonctionnons. Quand vous regardez le taux de croissance, je dis, hein, vous avez 11%. Et vous avez au niveau démographique, vous avez 11 plus 5. Il faut savoir que ce pays-là ne va jamais s'en sortir. C'est des choses basiques. Il faut le savoir, ça. C'est pour ça que les efforts qu'il faut faire pour que le taux de croissance aille à 11 plus 5, il faut faire ces efforts. Et ces efforts-là, c'est ça que nous appelons, nous souffrons. C'est ça, c'est des sacrifices à faire. Et je vous ai posé banalement la question. Quand on est en démocratie, on demande des efforts. On trouve que ce n'est pas normal de faire des efforts. Mais en dictature, on est prêt à faire les efforts. Qu'est-ce que nous voulons en définitive? Moi, j'interpelle et moi, je n'ai pas de solution toute faite. Je dis en démocratie, il vaut mieux qu'on ait des États forts en démocratie. Parce que la démocratie tient sa survie même de l'efficacité donc des réformes que l'on fait. Et vous ne pouvez pas faire des réformes si l'État n'est pas fort. Si vous avez un État fragilisé, disloqué, vous ne pouvez pas faire des réformes. Mais nous connaissons les drames que causent les États forts. J'ai dit État fort, je n'ai pas dit gouvernement fort. J'ai dit État fort. J'ai dit les institutions. Il faut avoir un État fort. Voilà. Donc, il faut le faire comme ça. Si vous ne le faites pas comme ça, malheureusement, c'est parfois les mauvaises solutions qui sont indiquées et des gens qui vont faire de la propagande et puis détourner de l'essentiel. Voilà, c'est pour ça que je dis ce chemin-là, ce cap-là, il faut qu'on reste sur ce cap-là. Et si je vais rappeler le cap, nous sommes en train de travailler à l'assainissement du paysage politique dans ce pays-là. Les États où il y a des coups d'État, là, c'est un chantier qu'ils vont reprendre. Tous, ils vont reprendre. Parce qu'on sait que le pouvoir ne peut pas être maintenu et tout le monde dit, tout le monde se donne 3 ans, 5 ans, 10 ans, ils n'ont qu'à prendre les gens, ils reviendront à cela. Donc à partir de cet instant, si on peut l'éviter, il faut l'éviter. Alors parlons du système partisan, cette semaine cela a été également au cœur de l'actualité. Il y a une information qui a été par la suite démentie par la Commission internationale autonome Sénat qui a effectué une mission conjointe avec des cadres du ministère de l'Intérieur afin de s'enquérir un peu du respect dans la plénitude des textes de ces articles-là, du fonctionnement des partis politiques. On a vu que sur la dizaine enregistrée, il n'y a que 3 ou maximum 4 qui seraient en règle, selon quelques indiscrétions. Là, je vais être plus ouvert sur là. Selon certaines indiscrétions, il n'y a que 3 ou 4 qui sont beaucoup plus en règle. Alors, vous, étant acteur de cette réforme du système partisan, quelques années après son expérimentation, quelle est votre opinion, quel est votre ressenti? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut encore aller à une refonte? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est nécessaire, voire impérieux, que des réformes soient effectuées pour plus d'ouverture? Non, ce n'est pas ce dont vous parlez. Oui, je sais. Je sais que parce que
quand la presse a publié ce que vous dites là aussi, et vous avez parlé des discrétions. Bon, la Sénat a réagi. Hein. La Sénat a fait une journée porte ouverte hier, je crois. Ils ont dit qu'il n'y a pas de rapport. Donc, attendons le rapport déjà de la Sénat. Mais à supposer que ce que vous dites là soit vrai, la Sénat est chargée du suivi donc, de l'application de la charte sur un certain nombre de points. Vous savez, pour créer un parti politique au Bénin, les formalités et tout ça là, c'est le ministère de l'Intérieur. Alors dès lors que vous avez le récépissé, l'État a mis en place un système de financement public des partis politiques. Et pour bénéficier du financement public, il faut un certain nombre de critères. Et pour continuer à en bénéficier, il faut respecter un certain nombre de critères aussi. Au nombre de ces critères, vous avez par exemple le fait de pouvoir avoir un siège national et d'avoir un siège par département du pays. Nous avons 12 départements. Donc chaque parti ayant existence légale au Bénin devrait avoir un siège national actif, animé, et puis des sièges départementaux. Il doit avoir strictement au moins 12, j'ai dit au moins. Après, il peut en avoir d'autres, hein, dans des conditions précises qu'on peut créer et en informer l'autorité publique de la localité. Alors, si vous ne respectez pas ces conditions, qui sont les conditions de siège par exemple, que vous devez avoir des instances qui sont opérationnelles, qui fonctionnent très bien, et que vous devez avoir une comptabilité, que vous devez déposer votre comptabilité donc à la Cour des comptes et à la Sénat. La Sénat regarde tout ça et ça peut avoir des incidences sur le financement public auquel peut-être vous avez droit. Alors pour le savoir, il faut que sur cette question de siège au moins, que les autorités habilitées, et donc le ministère de l'Intérieur, parce que le préfet a un rôle à jouer, le préfet il est sous la tutelle du ministère de la décentralisation, mais dans certaines dimensions, travaille avec le ministère de l'Intérieur. Et puis voilà, donc ils ont eu à faire cette mission-là. Donc on va voir la mission. Et puis si vous dites que les trois qu'on a cités, que j'ai vus là, bon, je ne sais pas si c'est vrai. Bon, attendons plutôt le rapport. Au cas où il y aurait des élèves plus notés que d'autres, est-ce que vous pensez qu'on devra les interdire d'activités politiques? Non, ça dépend de la faute à observer sur le terrain. Si c'est l'inexistence de sièges, par exemple, dans un département, oui, le préfet seul peut déjà le constater et peut avoir des suites par rapport au financement public. Ça veut dire que si vous ne respectez pas les basiques dont je viens de parler, avoir un siège national, avoir des sièges départementaux, avoir des instances qui fonctionnent, avoir une comptabilité justifiée, vous n'aurez pas le financement public déjà. Maintenant, il y a un certain nombre de dispositions contenues dans la Constitution, reprises par la charte des partis politiques et autres, que vous ne respectez pas. Et le ministère de l'Intérieur peut engager une procédure auprès de la justice. Je dis encore justice, au fin d'ordonner que l'on retire votre parti de la liste des partis régulièrement enregistrés au Bénin. Voilà, ça dépend de la nature donc, de l'insuffisance remarquée sur le terrain. Ce que je sais, c'est qu'il y a des choses tout de suite là, vous pouvez continuer à exister. Et si vous aviez droit au financement, pour telle raison que je viens d'indiquer, vous n'aurez plus droit au financement. Vous n'avez pas répondu tout à l'heure à la préoccupation de Kader quand il posait la question de savoir, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, après cette mise en œuvre de la réforme du système partisan en cours, est-ce que vous ne pensez pas que ça nécessite des réajustements? Ça dépend des problèmes qui sont posés. Si mon ami Kader avait dit sur des points précis, je pourrais savoir de quoi il parle de façon précise et dire oui, pas mon observation. D'accord? Rien n'est immuable dans la vie. Donc, on a mis... Pour vous, il n'y a pas de problème, ça va bien, tout roule. Sur l'essentiel, sur l'essentiel. Parce que qu'est-ce que nous avons voulu avoir? C'est-à-dire que ce multipartisme débridé, on a dit qu'il faut mettre un frein à cela. Des pouvoirs l'ont proclamé par le passé, mais n'ont pas pu. Parce qu'on n'a pas pu opérationnaliser ça. Parce qu'une chose est de pouvoir le dire, et l'autre est de pouvoir induire des mécanismes pour pouvoir y arriver. Moi, j'étais à l'université quand le président, professeur Robert Dossou, face au multipartisme, a dit non, il faut qu'il y ait le multipartisme intégral. Nous devons avoir le multipartisme intégral. Et il avait dit et prophétisé dans le temps qu'avec le temps, ça allait se tasser, que ça allait se discipliner, tout ça. Mais ça n'a pas été le cas.
Ça n'a pas été le cas, c'est parce que nous avons constaté. Après, il a fallu induire des mécanismes, c'est ça les réformes. Au niveau de la charte des partis politiques, vous savez que pour créer un parti politique aujourd'hui, ça a été un peu légèrement plus corsé, mais on peut avoir, mais ça ce n'est pas impossible, les gens peuvent créer des partis politiques. Après, une chose est d'avoir un parti politique qui opine, qui a une existence légale sur le terrain, et l'autre chose est de pouvoir être représenté dans les instances de décision. Être représenté et donc au niveau des conseils communaux et être représenté à l'Assemblée nationale. Et ça, à travers un certain nombre de dispositifs donc contenus dans le code électoral, il y a des mesures qui ont été mises. C'est l'un dans l'autre qu'il faut appréhender la réforme. In fine, ce que l'on vise, c'est que si vous n'êtes pas un parti structuré d'envergure nationale, vous ne pouvez plus participer à la dévolu. Vous ne pouvez plus avoir droit de citer, donc pas siéger donc, dans les instances politiques de décision. D'accord? C'est ça le but. Est-ce qu'on y est ou pas? On est en chemin. Aujourd'hui à l'Assemblée nationale, vous avez 3 grands partis et puis nous avions eu une insuffisance au niveau du début de la réforme, que ce n'était que 2 partis soutenant l'action du pouvoir en place qui étaient représentés au Parlement. Et nous avons continué avec les mêmes textes et ça s'est amélioré. Aujourd'hui, vous avez un parti de l'opposition qui est là-bas. Donc parfois, nous nous attaquons aux choses en disant que c'est l'expérimentation. Il faut faire cela. Vous avez eu les tests que nous avons querellés en 2019. Si nous les avions combattus et si on était revenus sur les tests, peut-être qu'on ne serait pas en train d'avoir les résultats que nous sommes en train d'avoir. C'est les mêmes tests qui ont permis à l'opposition d'être représentée au Parlement. Donc parfois, quand les problèmes se posent, il faut qu'on sache évaluer vraiment pour savoir est-ce que tel problème qui se pose, c'est au niveau du test qu'il faut agir ou bien simplement au niveau du comportement des hommes, des institutions et tout. Donc voilà. Donc moi, personnellement, je suis ouvert et si le problème se pose, nous en discuterons pour ce qui me concerne au niveau de mon parti politique et si c'est une décision est prise, nous irons dans ce sens au Parlement. Alors, André Larati, nous allons progressivement vers la fin de cet entretien. Ah oui. Alors, je m'en voudrais de vous poser une question quand même qui peut-être sur laquelle sûrement nos amis internautes qui nous suivent en ce moment vous attendent, c'est sur l'après Patrice Talon. Patrice Talon, en 2026, doit quitter le pouvoir. Il aura effectué ses 2 mandats. Et depuis quelque temps, cela agite les esprits de part et d'autre. Qui sera le candidat de la mouvance présidentielle en 2026? Qui sera celui qui pourra pérenniser les acquis de Patrice Talon en 2026? Et déjà, des jeunes de part et d'autre là s'organisent de façon unilatérale, s'activent pour susciter une candidature, celle d'Olivier Bokor, qui peut-être n'est pas un inconnu pour vous. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives politiques, de ces acteurs, de ces jeunes acteurs, et qu'est-ce que vous pensez de la candidature d'Olivier Bokor? Vous dites une chose que je retiens. L'éventuel, voilà. Vous dites une chose que je retiens, que j'entends aussi. Pérenniser les acquis de Patrice Talon. Et vous voyez le descriptif que vous voulez faire par rapport à ces acquis, qui est totalement en déphasage par rapport à cette synthèse que vous voulez faire, pérenniser. Ça veut dire que le cap est bon. Il peut y avoir des choses à revoir dedans. Nul n'est parfait. Donc, c'est certain, d'autres vous diront que rien n'a été. Non, le cap, non, mais je vous résume parce que c'est vous qui faites la synthèse de l'opinion. Et ce que vous restituez, ça veut dire que c'est ce qui revient, c'est ce que j'entends. De ceux qui veulent. Non, c'est ce que j'entends. Vous n'avez pas fait. D'autres ne veulent pas. Non, c'est pas ça. Vous allez poser cette question à un démocrate. Monsieur Achirou, c'est pas ça. Monsieur Achirou, vous avez fait une synthèse de la préoccupation essentielle. Suscite la candidature. Non, vous avez dit quand que les gens se disent comment on fait pour pérenniser les acquis. Ça veut dire que globalement c'est bon. Et c'est ce que j'entends abondamment. N'oubliez pas qu'il pose la question à un acteur politique de la mouvance. En tout cas, mais c'est ça. En fait, c'est nos subconscients qui génèrent ce que nous pensons. Donc il faut pérenniser les acquis. Donc c'est ça l'essentiel aujourd'hui. Après ça, nous sommes structurés à travers des partis politiques, nous avons des réformes du système parti. Je n'ai rien à penser de façon particulière au nom de la liberté des uns et des autres. Après, si ceux qui suscitent des candidatures sont des personnes membres de mon parti et qui sont des responsables du parti, alors à ce moment-là, il y a un problème de discipline interne que nous saurons régler. Mais on a vu des canards qui ont publié des listes d'acteurs politiques membres de l'Union progressiste, le Renouveau, qui seraient en train de c'est des questions de discipline interne des partis politiques. Ah donc vous avez connaissance de ça?
Je ne parle pas de liste, j'entends, je vois, et puis voilà. Mais vous côtoyez tous ces acteurs politiques, vous savez clairement Non, appeler un chat un chat, vous savez les ambitions présidentielles. De quoi? Vous avez quand même connaissance de ceux qui ont des ambitions. Non, je ne sais pas ceux qui ont des ambitions. Je sais que je suis dans un parti politique. Et ce qui est fondamental, attendez, ce qui est fondamental pour moi, c'est deux choses. Déjà, nous sommes à 2 ans et beaucoup plus de la présidentielle. Et donc, il faut que le mandat du président Patrice Talon soit renforcé. On a lancé le PAG2. C'est en cours. On est à 2 ans de la fin, donc. Oui, mais il reste beaucoup de choses. Il y a de nouveaux chantiers qui naissent que vous voyez. Mais c'est pas notre faute. Patrice n'a pas vu. Attendez. 2016, mais il a préparé. C'est vous. 2026, c'est dans 2 ans, quand même. Mais ne refuse pas. Mais donc, on ne va pas arrêter le cours. C'est clair. N'est-ce pas? Ouais. Nous avons construit des marchés. J'étais dans une session de reddition de comptes. Les femmes de Cotonou m'ont dit quand est-ce que les marchés vont commencer. C'est autant de choses. Il faut veiller à ce que mais cela n'empêche pas. Il faut veiller. Mais attendez, oui. Il faut que je dise que c'est une première grande préoccupation. Pour moi, en tout cas. Deuxième grande préoccupation, vous dites comment il faut préserver les acquis. C'est vous-même qui le dites. Ça me préoccupe aussi. Comment on préserve les acquis. Donc, c'est dans la discipline, dans l'ordre, au niveau de la mouvance, déjà. Et des Béninois. Des Béninois qui pensent qu'il y a des acquis à sauvegarder parce que c'est en définitive, c'est eux qui vont trancher. Et que, bien, donc, ce n'est pas les illusions qui passeront en ce moment-là. Et voilà les préoccupations. Donc, dans l'ordre de la discipline, nous ferons en sorte que ces acquis soient préservés. Par rapport au cas Olivier Bokor, non, mais Olivier Bokor n'est jamais sorti quelque part pour dire qu'il... Là. Vous avez des gens qui, pour diverses raisons, vont dire non, je pense qu'il est le meilleur pour continuer après Talon. C'est leur droit. Mais moi, je dis que je suis dans le cadre d'un parti politique et que nous avons en cours la réforme du système partisan qui, en ce moment-là, il y a beaucoup d'inconnus dans cette histoire-là. Vous avez dit préserver les acquis. Comment nous faisons dans la mouvance politique pour préserver les acquis? C'est beaucoup d'inconnus qui restent et que patiemment, nous allons aborder et solutionner. Comment on fait pour préserver les acquis? C'est la question fondamentale. Quand on aura défini comment on fait pour préserver les acquis, nous penserons à quel homme pour mieux incarner cela, nous y penserons. On a comme l'impression qu'on note, excusez-moi du terme, une sorte d'hypocrisie souriante au sein de la mouvance où on a comme l'impression qu'on attend forcément le dernier moment où, quand le chef va se décider, sans ce manquant. Pourquoi vous parlez d'hypocrisie? C'est vous qui va dire, c'est nous qui sommes maîtres de notre agenda. C'est vous qui posez la question, nous, ce n'est pas une préoccupation. Nous disons que ce qui préoccupe aujourd'hui, c'est que le président de la République et le PAG en cours vraiment suivent son cours et que Est-ce que autrement, ce que vous dites, c'est que ce n'est pas vous qui décidez et que ce n'est que lorsque M. Patrice Talon va descendre c'est pas dit ça. Nous sommes à 2 ans et demi. Dans quel état-major politique vous allez voir ouvrir des réflexions à 2 ans et demi? C'est un appel à candidature que comment vous voulez qu'on commence? Moi, je suis de l'UP. Ce que vous demandez là, vous demandez, est-ce que l'UP va lancer un appel à candidature aujourd'hui pour dire qu'il va susciter à M. Patrice Talon? C'est ce que vous demandez, on ne fera pas ça. Donc ne me posez pas la question si ce n'est pas à l'ordre du jour en ce moment. Si vous êtes pressé, attendez, le moment venu, ça aujourd'hui, vous savez ce qu'on fait. Dans mon parti, vous savez ce qu'on fait aujourd'hui. D'ici le mois prochain, nous avons lancé un long mécanisme pour la mise en place de nos structures, de nos instances à la base. Mais vous avez fait la tournée de reddition. On n'a même pas eu un compte rendu depuis. Qu'est-ce que les populations vous ont dit? On ne sait pas ça. Mais on est passé dès le lendemain de la reddition. Je suis passé sur la télévision, la radio nationale. J'étais parti avec la chargée de communication, par exemple, on a restitué. D'accord? Et il y a beaucoup de journaux qui en ont parlé. Nous ne sommes pas encore venus... Généralement, après une tournée de reddition du genre, on fait une grande conférence. Mais vous avez dit généralement. Alors, monsieur Ordonné, j'ai bien envie de vous poser une question personnelle. C'est, est-ce que, en tant qu'acteur politique, vous craignez que la succession de Patrice Talon est le piège qui va faire imploser la mouvance présidentielle? Non, enfin, nous avons un défi. Vous avez dit le défi. C'est comment? Tact de précaution. Je dit non, pas du tout. C'est vous qui voulez peut-être des réponses que vous n'avez pas, moi je ne sais pas. Il y a le défi majeur, c'est
œuvre titanesque qu'il faut pérenniser. Ça préoccupe ça, et ça ne se gère pas à la volée comme ça, à la va-vite. Donc, c'est dans l'ordre et la discipline que nous allons régler ce problème-là. Ça nous préoccupe énormément, cela. Et je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'inconnus dans ça. Comment nous avons une mouvance qui est plurielle? Comment nous y allons? C'est des questions qui nous préoccupent. Quand on aura des solutions à toutes ces questions-là, après, quels sont les meilleurs hommes? Quelle est la meilleure femme? Parce que homme, bon, si on ne comprend pas qui est la femme, qui est l'homme, qui est le meilleur homme, quelle est la meilleure femme, et que nous devons pour pouvoir nous aider à cela. C'est autant de choses que nous allons régler le mois à venir. Et je dis pendant ce temps, certains peuvent dire oui, nous pensons tout ça là. Lorsque donc le débat sera ouvert à l'interne, bon, ben, tout ça là sera mis dans la carotte et agité. Est-ce que dans les demandes de l'ordre de la Latine sur des zones de gouvernance du régime actuel, est-ce que vous arrivez parfois d'avoir des remords? Je ne parlerai pas de remords, des insatisfactions peut-être. Oui. Lesquelles? Parlons-en. Ah oui? Oui. Bon, je suis insatisfait si vous voyez tout en démocratie que la gouvernance et la bonne gouvernance avec les indicateurs qui ont été mis en place par le président de la République. Nous n'ayons pas vraiment pensé à une bonne politique de positionnement des cadres politiques. Et ça nous crée d'énormes problèmes sur le terrain. Que certains veulent l'agiter comme étant leurs acquis. Voilà. Parce que vous savez qu'on a un pouvoir de bonne gouvernance où le népotisme n'a pas eu sa place, le populisme n'a pas eu sa place. Mais par contre, je crois qu'on n'a pas su aménager une bonne politique de positionnement de nos cadres politiques. Parce que le cadre qui s'engage en politique aussi, alors comment on le gère? Dans un système de bonne gouvernance, c'est une réflexion, c'est un chantier. Moi, ça me préoccupe. Et si demain, il y avait quelque chose à corriger, hein, quand on dit donc il faut pérenniser l'œuvre, cet aspect-là, on devrait pouvoir le corriger. Quand j'y pense, quand je vois les cadres qui se mouillent au quotidien, et puis voilà, le président de la République est dans sa tête dans une transition. D'accord. Les règles sont édictées. Dans le respect de ces règles-là, je dis le chantier. Et comment ça a été fait dans les grandes démocraties, les États-Unis et autres? Quand les démocrates viennent au pouvoir, ceux qui sont des cadres démocrates, quelle est la marge? Tout en respectant les règles républicaines de transparence. C'est une question et c'est tout un chantier qui me préoccupe, par rapport auquel je n'ai pas beaucoup de réponses aujourd'hui, mais que je sais que c'est un chantier qui devrait être ouvert. Fondamentalement, c'est le sens de moi, mon insatisfaction. Est-ce que vous en avez parlé au sein du parti ou on en parle et je vous ai dit que nous sommes dans une transition et vous voyez bien et puis ce qu'on reproche, c'est pas un pouvoir clanique, c'est pas un pouvoir partisan. Le chef de l'État, je crois que dans sa tête, et c'est même ça fondamentalement, il est venu pour une mission et puis les aspects que je suis en train d'évoquer là, après ça passe au second plan. Honorable Orden Aladati, je pense que nous sommes quasiment au terme de cet entretien. Vous avez sûrement un mot de fin à l'endroit des internautes, autant des AETV, autant des reporters bénévoles. Non, c'est pour dire que notre pays est dans la bonne voie, sur la bonne voie. Et qu'il faut faire confiance à nos gouvernants. Il est vrai que le monde aujourd'hui est un peu agité par tout ce que nous voyons là, mais c'est le cours normal des choses. Au niveau géopolitique, il y a un ordre mondial qui est en train de se façonner, qui est en train de se discuter âprement, parfois à des niveaux où on n'est pas. Essayons-nous de jouer notre partition. Ce qui agite le monde à l'international a ses conséquences directes dans la sous-région. C'est ce que vous observez un peu dans le Sahel. C'est ce que vous observez avec la montée de l'extrémisme violent. Ce qui est fondamental dans tout ça, c'est que l'Afrique et le Bénin participent donc à cette réflexion, à ces enjeux au niveau mondial et que nous ne soyons pas en marge de ces réflexions qui engagent le monde dans son entièreté. Et pour le faire,
les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont là. Nous avons des problèmes de chômage des jeunes. Je vous ai parlé de problèmes d'insécurité. Nous avons des problèmes quotidiens. Nous venons de pays où tout est urgent, où des efforts doivent être faits partout à la fois, aussi bien dans le domaine de l'eau, de l'énergie, des infrastructures et de tout. Et dans tout ça, parfois, c'est difficile quand on est homme d'État de faire les arbitrages. Donc c'est dans la patience qu'on va y parvenir. Et je souhaite que les populations de mon pays, les Béninois, les citoyens, se disent que nous devons conserver ce que nous avons de plus cher. C'est la démocratie. C'est dans la démocratie. Parce que ceux qui disent qu'il n'y a plus de démocratie au Bénin, j'ai posé des questions à quelques personnes la fois dernière. Ailleurs, dans la sous-région, quand ils voient ce qui se passe, ils n'arrivent plus à faire les comparaisons. Quand on dit au Bénin qu'il n'y a pas de démocratie, d'accord. Après, les autres pays. Et qu'on vient vendre aussi comme modèle pour dire oui, il faut qu'on fasse comme tel pays, il faut qu'on fasse. Alors, c'est à la recherche de la démocratie que l'on va vers ces schémas-là. Je trouve que nous avons donc de bonnes préoccupations, des préoccupations réelles, mais c'est dans la patience que nous allons apporter les bonnes réponses, les bonnes solutions. Et je pense que le Bénin est dans la bonne voie. Et donc j'ai parlé de voie. Après, quels sont donc les ajustements que l'on peut faire pour consolider ce qui est déjà fait si bien. Il faut être ouvert à la discussion par rapport à ces aspects. Pour caricaturer à la fin, je dis souvent dans notre discours politique et dans la quête du dialogue politique qu'on a, j'ai toujours souvent dit que ce qui nous oppose fondamentalement, c'est quoi? Vous avez quelqu'un qui a pris le pouvoir, qui dit voilà le cap que je veux suivre. Je fais une réforme politique et institutionnelle. Je fais une réforme structurelle de notre économie. Et c'est sur cette base-là qu'il a été élu. C'est sur cette base-là et c'est sur ça que se fonde sa légitimité. Vous ne pouvez pas venir pour dire oui, pendant que lui a dit qu'il met le cap au nord, que lui doit mettre le cap au sud. Vous ne pouvez pas dire ça. Si vous le dites ça, il y aura un quiproquo démocratique. Mais si vous concevez qu'il a été élu pour que le cap soit mis au nord et que nous sommes dans le cap nord, mais personne n'est suffisamment vraiment pour ne pas comprendre que il puisse y avoir des cris de cœur par ici, qu'une femme enceinte puisse dire piroguier, essaie de ralentir un peu la vitesse de la pirogue parce que là je sens des menaces et tout ça là, on peut s'écouter. Mais quand je dis que c'est sur le cap nord qu'on ira et que vous venez dire que c'est sur le cap sud, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de débat. C'est voilà parfois le quiproquo et voilà fondamentalement ce qui nous oppose. Si nous sommes d'accord pour dire que voilà, on devrait s'entendre sur ça. Voilà. Merci. Chers auditeurs. Le pays nous appartient à nous tous et faisons en sorte que les vrais problèmes n'appellent pas les mauvaises solutions. Merci. Pissounion, si vous permettez, chers amis internautes, on retient dans cet entretien que l'invité à l'entame a tenu à rappeler le processus qui a conduit au vote du budget de fonctionnement du Parlement, ce budget qui a été voté en procédure d'urgence. Il nous a fait savoir que le vote a suivi un cadrage et tient compte de la situation socio-économique du pays, opinant sur l'actualité liée à la démolition du siège de l'Assemblée nationale de l'éléphant blanc qui est à l'entrée de la ville capitale. Il s'est désolé que ceux qui ont commis en toute impunité ce gouffre financier hier s'inscrivent aujourd'hui en donneurs de leçons. Il fonde ses espoirs sur la justice du pays qui devra faire la lumière sur ce dossier afin que des têtes tombent. Le régime actuel a mis tout en place pour que cela ne se reproduise plus jamais au Bénin, nous a fait savoir Orden Aladatine qui est député du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Sur le drame de Sémékraké, il a envoyé toutes ses pensées pour aux parents des victimes et il salue l'anticipation du gouvernement avec l'élection d'administrations visant à reconvertir les acteurs. Il encourage par la même occasion le gouvernement à intensifier ses actions et il croit à la fin du payeur. Il a argumenté dans ce sens au cours de cet entretien. Parlant des coups d'État, il a fait savoir que les coups d'État ne sont pas une bonne chose. Il encourage les États de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à ce que la voie diplomatique soit la plus prisée afin qu'elle soit fructueuse. Il a fait savoir que pour ce qui est du sentiment anti-français, c'est une mauvaise solution appliquée à des problèmes sérieux. Il a argumenté également dans ce sens. Il n'est pas contre la France ni contre les Français, mais il travaille à des rapports plus justes et équitables. La CEDEAO bat de l'aile et mérite d'être réformée, a laissé entendre sur ce plateau Orden Aladati. Il a eu à partager avec nous son opinion sur les enjeux de la démographie ainsi que la réforme du système partisan qu'il a su voler de façon sommaire et expéditive. Par
Parlant de la succession du président Patrice Talon, pour lui, ce n'est pas encore le moment de débattre de cela. L'urgence, c'est la fin élogieuse et glorieuse du mandat du président Patrice Talon. En fin d'émission, il a eu à partager avec nous quelques insatisfactions qu'il porte en lui en ce qui concerne la gouvernance du président Patrice Talon. J'espère que j'ai été plus ou moins récapitulatif. Je pense aussi. Voilà, ouais. Merci à vous. Merci. Orden Aladati, j'étais en compagnie de ma consoeur Peace Mounion de Reporter Bénémonde. Merci. Merci Kader. À très bientôt pour À d'autres très vite. rendez-vous. Bien sûr. Merci à vous, Orden Aladati. Un plaisir. À très bientôt. Merci à Voilà. vous, chers amis internautes de ESAE TV de Reporter Bénémonde. Merci pour l'attention. Portez-vous bien et bonne journée dominicale.